Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal pour un petit Facebook Live. Tel le veut la tradition, dis-je. Il est 19 heures en ce 14 décembre 2025. Nous allons aborder un sujet qui va bien sûr toucher à d'autres concepts. Vous voyez notre thème à l'écran, je crois même que nous avons déjà fait un live sur ce thème, sur la question de jugement ce soir. Et bien sûr, je ferai des liens avec d'autres idées s'apparentant à notre thème. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage si vous êtes présent et présente. Nous sommes, tel le veut la tradition, nous sommes de retour presque depuis 5 ans et demi, les dimanches à 19 heures pour une petite rencontre de philosophie réflexive existentielle avec votre hôte Mathieu Martel. On va commencer avec les points d'information. N'hésitez pas à nous saluer dans le clavardage, répondre à nos questions. On commence avec les points d'information concernant deux événements qui vont s'en venir très bientôt, dans un mois. Dis-je, on sera en vacances, côté conférence, Zoom ou invitation dans certains lieux pour des conférences, mais on aura deux activités. Une avec Vox Populi, avec Jean Rivet de Vox Populi, qui sera le samedi 10 janvier. C'est en préparation, ça va sortir mardi cette semaine. Donc, mettez ça à votre agenda, un atelier en ligne sur le changement, en lien avec un bilan annuel qu'on pourrait faire. 10 mises en situation présentées. Je vais en parler la semaine prochaine. Jean est en train de s'occuper de cet atelier qui aura lieu en direct ou en reprise samedi 10 janvier à 10 heures du matin, heure de Montréal, 16 heures, heure de France. Mais en plus, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à mon lancement en ligne qui aura lieu le 17 janvier. Voilà, c'est gratuit. Donc, je vais présenter mon nouveau livre en 45 minutes, faire tirer un livre, lire certains extraits, expliquer le processus créatif derrière tout cela. De mon prochain livre qui sortira mi-janvier. Donc, ça, c'est le 17 janvier à 10 heures du matin, heure de Montréal, 16 heures, heure de France. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire directement. Et le livre, justement, va être disponible à la mi-janvier. On est rendu dans le processus de mise en page de la page couverture et du corpus. Voilà. C'est un livre qui s'intitule, oui, j'oubliais, Le maître sans maître. N'hésitez pas de me saluer dans le clavardage. On a nos habitués qui sont là. Sachez que vous pouvez écouter le tout en reprise sur ma page Facebook Mathieu Martel Philosophe. Et les vidéos sont tout de suite, après la rencontre, transférées, téléchargées sur Mathieu Martel Philosophe sur YouTube, car Facebook efface les vidéos après 30 jours. Voilà. Le thème du jugement. Faire une petite mise en situation. Bien sûr, pourquoi je vais parler du jugement? On entend souvent d'un côté, de la part de certains individus, adopter la position suivante: je suis quelqu'un qui ne juge pas. Donc, je peux être une oreille attentive aux propos que l'on me partage. Ça présuppose, lorsqu'on dit je ne juge pas, c'est que j'ai une écoute, j'ai une ouverture face aux opinions qui diffèrent. Mais jusqu'où peut-on aller dans le non-jugement? Ça peut être quand même paradoxal lorsqu'on déclare je suis quelqu'un qui ne juge pas. On a fait plein de rencontres justement sur les types de jugements, etc. Peut-être que je vais retoucher des points. Je crois même qu'on a fait un live qui porte sur juger ou ne pas juger. Par ailleurs, donc d'une part, on a des gens qui disent que je suis quelqu'un qui ne juge pas, et d'autre part, il y a des gens qui, justement, tentent d'exercer leur jugement, bien sûr, dans une perspective critique. D'autres individus qui manquent totalement de jugement. On a ça au quotidien. On rencontre des gens qui prennent des décisions complètement qui vont à l'encontre d'eux-mêmes. En ce sens qu'ils n'exercent peut-être pas leur jugement, qu'ils ne réfléchissent pas avant d'agir ou après avoir agi de façon rétrospective.
Donc, on a ceux qui exercent leur jugement critique, ceux qui oublient, qui n'ont pas de jugement. Il y a aussi d'autres individus, un autre type d'individus, les grands maîtres du jugement. Ouais. Puis on va se demander si ceux qui ne se voient pas aller, hein, en tant que grands maîtres du jugement, ont une position aveuglée quant au jugement. Je vais tenter d'en parler dans quelques instants. Donc ce soir, je brosse ça d'une manière spontanée, bien sûr. Je vais de manière intuitive, spontanée. C'est le propre des petits lives comme ça, des directs, hein, qui depuis 5 ans et demi durent entre 30 et 40 minutes. On a même fait des rencontres qui ont duré 1 heure. C'est dans un autre contexte. Les contextes des cafés philo, de l'Observatoire Vieillissement et Société, voilà. En pandémie, ça durait 1 heure, ces rencontres-là. Si jamais, je vais vous renvoyer aussi, je vais mettre ça dans le clavardage. N'hésitez pas à vous inscrire à notre rencontre gratuite, le lancement. Mais aussi, on aura un atelier. Là, pour ceux qui viennent d'arriver, on aura un atelier le 10 janvier. J'en parle la semaine prochaine. Le 21 décembre, ça sera peut-être notre dernier live avant un petit retour au mois de janvier. Prendre une petite pause. Et bon, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais, oui, la section webinaire pour ceux qui veulent écouter des conférences qu'on a fait avec Vox Populi dans une perspective Zoom, là. Ici, tiens, je vais vous mettre le lien, vous pouvez aller voir ça. On a 25 enregistrements de 2022 à 2025. Pour ceux qui s'ennuient durant le temps des fêtes, qui veulent écouter des sujets philosophiques sur thèmes variés, vous pouvez aller sur ma page dans la section, est-ce que je l'ai mis? Ouais, dans la section webinaire. Voilà, on commence. Alors, commençons. Ouais, allons-y avec le premier point. C'est bien vu dans une certaine sphère de la société d'être quelqu'un qui ne juge pas a priori. Et on va ajouter bien sûr le a priori. Ceux qui ne jugent pas a priori s'opposent à ceux qui font, qui se déchaînent justement dans l'affirmation de préjugés, d'idées reçues, non investiguées, ok? Des gens qui soutiennent justement des ragots, des rumeurs, des idées reçues, qui est de l'ordre du préjugé. Donc on affirme des choses qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas été réfléchies. On véhicule toutes sortes de préjugés. Je ne vais pas vous faire la nomenclature de préjugés variés. Ça peut toucher des préjugés sur les sexes, sur l'orientation sexuelle, sur certains comportements de certaines ethnies, etc. Ça peut être des attaques aussi, des préjugés envers des philosophes, etc. Donc, d'une part, on a des gens qui préjugent, et d'autre part, on a un autre camp, des individus qui se disent vertueux, dans un certain sens, parce que ils se déclarent des personnes qui, a priori, ne jugent pas. On va approfondir les sous-entendus de cela. Parce qu'on pourrait peut-être se demander plus tard, peut-on vivre sans juger? Alors, ces individus qui se déclarent être des individus qui ne jugent pas, il y a un aspect positif, puis un aspect aussi qu'on pourrait critiquer. Donc, on va le faire dans quelques instants. Donc, commençons. Fouillons avec qu'est-ce qui se cache derrière ça, lorsque quelqu'un, qu'est-ce qui est sous-entendu lorsqu'on déclare je suis quelqu'un qui ne juge pas. Donc, on peut faire peut-être confiance à cette personne-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui a de l'écoute, qui peut écouter autrui, qui ne porte pas de jugement hâtif. Voilà ce qui peut être sous-entendu. De jugement hâtif ou catégorique, péremptoire, tant qu'à cela, hein? Et qui ne tombe pas non plus dans les préjugés. Donc, la personne qui ne juge pas, si on tente de faire une petite réflexion là-dessus, d'une définition, ce qui est sous-entendu que c'est une personne qui a de l'ouverture pour des positions controversées,
qui a une certaine ouverture pour les opinions qui diffèrent. Il ne se précipite pas à condamner ou à tourner du revers de la main des idées, des comportements qui ne vont pas soit dans l'air du temps, ou soit dans la pensée dominante, ou soit qui serait de l'ordre de lieu commun. Donc c'est ça qui se cache derrière je ne juge pas. C'est pour ça que je préfère peut-être transformer ce terme-là en disant, au lieu de dire que je suis quelqu'un qui ne juge pas, on pourrait dire qu'il ne juge pas rapidement, qui prend le temps d'écouter, de recevoir les opinions différentes et peut-être même de les investiguer, d'y réfléchir. Donc j'irais plutôt dans l'approche, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est curieux, qui est ouvert aux positions, à des positions différentes. Voilà. On a parlé de la personne justement qui préjugeait. Là, on a parlé de la personne, de l'individu qui se dit sans jugement, mais pas sans jugement, mais sans jugement hâtif. Donc, personne ouverte, à l'écoute, qui prend le temps d'analyser une situation. On continue, j'en profite pour vous saluer. Ce soir, on parle de jugement. Juger ou ne pas juger. On terminera avec la figure du grand juge. Voilà. Pour contrer une petite mise en situation. Salutations à Anton, salutations à Cathy. N'hésitez pas à partager si vous appréciez ces petites rencontres. Il y en a qui partagent après l'enregistrement. Salutations à Daniel, qui doit être content que je commence à 7 heures. Salutations à Magdalena, Christian, Lucie. On salue Lucie. Et les autres qui nous écoutent discrètement et secrètement. On les salue. Voilà. Mais peut-on vivre sans juger? Est-ce que c'est possible? Certes, il y a des individus qui ont perdu la faculté de juger ou qui l'ont peut-être jamais eu. Hein? Il y avait des expressions comme ça dans le passé. Le jugement, cela ne s'achète pas. Hein? Il y a aussi des déclarations comme qui disent « Ah, certains sont... » C'est un individu qui n'a pas de jugement. Je vous pose la question. Comment peut-on interpréter cette affirmation populaire lorsqu'on déclare, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il n'a pas de jugement? À quoi ça réfère selon vous? De quoi manque-t-il? Cette personne qui n'a pas de jugement. Semble-t-il qu'en société, ou même pour vivre, pour bien vivre, il faille exercer son jugement. C'est le propre de la fameux texte de Kant, hein? Qu'est-ce que les Lumières? 1784, si je ne m'abuse, hein? Ose savoir, sapere aude, ose faire usage de ton propre entendement. Ne prends pas tout pour acquis. Évalue les informations que l'on te transmet. Remets en question les discours dominants. Remets en question les affirmations, les affirmations, les affirmations de toute forme d'autorité. Que ce soit ton coach de vie, que ce soit ton maître spirituel, ton entraîneur physique, ton conseiller, hein? Toute personne prend le temps peut-être d'aller chercher un deuxième avis, prend le temps aussi de questionner, prend le temps aussi de t'informer sur un sujet. Bon, d'une part, il y a Bachelard qui dit que les philosophes manquent de connaissances. Ça ils devraient peut-être plus s'intéresser à la connaissance, au savoir. D'autre part, on a notre Nietzsche qui nous dit ben les gens savent trop, ne pensent pas assez. Parce qu'un savoir, accumuler du savoir, c'est tout à fait différent que de penser par soi-même, que d'exercer justement son jugement, son esprit critique. Donc, il y a des individus qui manquent de jugement.
est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe tel un muscle? Est-ce que nous héritons tous et toutes des mêmes capacités? Je ne crois pas. Descartes, comment dire, dans les méditations, pas les méditations, mais le discours de la méthode, dit de manière ironique que le bon sens, soit la raison, est la chose la mieux partagée en ce monde. J'en doute, parce qu'il y a des inégalités un peu partout. Il y a des gens, justement, qui manquent de jugement. Il y a des gens qui ne s'appuient que sur la logique, les faits, et ignorent peut-être aussi que apprendre à vivre, ça, c'est un savoir, une éthique, c'est une manière de voir qui transcende la stricte observation des faits et des raisonnements logiques. Là. Pensez-y, apprendre à vivre, c'est tout un défi. Parce que nous sommes face à la manifestation de la vie qui est tout à fait, qui est riche, qui est complexe et qui est mystérieuse. Hein? Et quelquefois, on peut, comment dire, penser que appliquer de la logique, appliquer de l'analyse philosophique ou la description factuelle va nous aider à vivre, mais quelquefois, ça échoue. Alors, revenons à notre point. Certains manquent de jugement. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, manquer de jugement? Il ou elle manquait de jugement. Ça se traduit par des expressions, hein, euh, des expressions qu'on retrouve chez Descartes, hein, l'absence de bon sens, euh, accomplir des gestes totalement, bon, qu'on pourrait déclarer totalement irréfléchis, non pertinents, etc. Mais c'est surtout l'absence de bon sens, l'absence de jugement. Qu'est-ce? Qu'est-ce que de manquer de jugement? Merci d'être là tout le monde. Nous avons Olga qui vient d'arriver. Et j'ai des petits commentaires. Je vais bien sûr prendre le temps de les lire. Donc la question est la suivante. Manquer de jugement, qu'est-ce à dire? On terminera le live en évaluant un type d'individu, les grands maîtres du jugement, qui sont, selon moi, les grands maîtres du jugement, comment dire, des sophistes, aveuglés par leur aspect grandiose. On va évaluer ça dans quelques instants. On y va avec les commentaires. Merci tout le monde. Ce soir, on parle de juger, ne pas juger. Et on se demande, qu'est-ce à dire que de manquer de jugement? C'est notre petite citation du jour, question du jour. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on manque de jugement? Puis est-ce qu'on peut se permettre de continuer à affronter les défis quotidiens, relever les embûches, passer à travers les difficultés sans exercer notre jugement? Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'il y en a qui sont simplement dans l'émotion. Hein? L'action, la réaction, l'émotion, mais exercent peu leur jugement. Premièrement, est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas l'exercer, parce qu'ils en manquent, parce qu'ils n'ont pas appris à le développer? Qu'est-ce à dire? On y va avec les commentaires. Merci tout le monde d'être là. Il est une douzaine ce soir. Là, Lucie nous dit que il y a du jugement lié à l'aspect politique. J'aimerais ça qu'elle nous éclaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Olga nous dit l'absence de réflexion avant d'agir. Alors, elle évoque 3 critères. On ne prend pas de recul. Hein, je lisais quelqu'un cette semaine, ouais, ça, Biloté, Jean-François Biloté, qui disait le premier élément là, pour développer l'aspect réflexif, c'est s'arrêter. Sommes-nous capables de nous arrêter? Je m'arrête pour quelques instants.
Je prends du recul. J'observe la situation. Je m'informe sur la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Dans quelle situation suis-je? Il s'est passé quelque chose, c'était quoi le contexte? Le contexte de l'événement. Alors Olga nous dit, bon, exercer son jugement, ou l'absence de jugement, c'est l'absence de réflexion avant d'agir, avant de prendre des décisions, ne pas prendre du recul et ne pas s'informer concernant une situation X. Prendre du recul. C'est l'inverse du préjugé, puis c'est l'inverse, c'est prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Daniel dit qu'on retrouve une absence de jugement dans les tendances populaires. J'aimerais savoir quelques exemples. On continue. Mais là, Lucie parle du jugement en tant que... OK, j'ai oublié de parler de cet élément-là. Juger dans le sens de... aussi qui peut être pris dans le sens de critiquer négativement quelqu'un. Même, ça peut aller jusqu'à... On a déjà parlé de tout ça. Ça peut même aller jusqu'à la médisance. Sur le fait de dénigrer. Donc certains, là, ça peut être pris dans ce sens-là aussi, le jugement. Dénigrer quelqu'un. Dire du mal. C'est pour ça que Spinoza revient avec sa phrase culte. Ah oui, c'est ça. Je vais aller la chercher, là. Spinoza. Hein? Ne pas pleurer. Ouais, voilà. La citation. Ni rire, ni pleurer. Parce que là, on est dans l'émotivité, mais des fois, on ne peut pas s'empêcher. Hein? Ni rire, ni pleurer, ni haïr, ou ni médire, mais comprendre. Avec Spinoza, on peut même comprendre le sens des affects, des émotions humaines. C'est quand même fou, là. Ouais. Avec Descartes, on a son traité des passions, avec Spinoza, dans le livre 3 de l'éthique. Écoutez, il définit la jalousie, l'arrogance, l'amour, la haine, la tristesse, incroyable. On avait oublié de définir le jugement comme justement une critique négative de quelqu'un ou de quelque chose, mais dans un sens presque émotionnel. Dire du mal, médire, dénigrer. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'entend ce soir, mais on va en tenir compte. Je ne suis pas d'accord avec ta position, donc je vais l'évaluer. Je vais l'observer, écouter ta proposition, y réfléchir et de voir dans quel sens je ne l'accepte pas. Donc je vais exercer ici mon esprit critique, ce que Kant appellera l'exercice, comment dire, j'ai oublié le terme ici. Désolé. On continue. Daniel nous dit que celui qui vit dans la spontanéité du moment, c'est beau quand même, la spontanéité. Hein? On suit notre élan, ce que l'on ressent, ce à quoi on est appelé spontanément. Moi, je suis quand même partisan de cela. Quelquefois, il faut réfléchir. Et Daniel dit que celui qui vit et celle qui vit selon la spontanéité du moment n'a pas pris le temps souvent de réfléchir à la situation. Et par ailleurs, il nous dit, bon, est-ce que trop procrastiner ou trop réfléchir peut nous pousser à la procrastination? Intéressant. Merci Magdalena de répondre à notre question.
Celui qui manque de jugement. Et j'aime ça, vous y allez de plusieurs caractéristiques. Magdalena dit que nous avons une difficulté à évaluer une situation. C'est intéressant. C'est pas simplement ne pas avoir de capacité, une absence de jugement, mais avoir de la difficulté à évaluer la situation elle-même, à anticiper les conséquences, possibles, probables, dit-elle, etc. Donc, c'est ici, pour Magdalena, je dirais, c'est difficulté à peut-être se positionner ou en arriver à un jugement conclusif ou à une conclusion. Oui, parce que toute démarche de réflexion prend quand même du temps. Et là, ici, c'est intéressant, c'est une nuance. C'est pas une absence de jugement, mais peut-être une difficulté à, après avoir réfléchi, à se positionner, à y aller avec un jugement pour conclure. Ah, ça, c'est différent. Donc, ça, c'est se décider, ensuite à la réflexion, ensuite au raisonnement, en arriver à une prise de position ou à une décision. C'est autre chose. Continue. Merci tout le monde. Et là, je dois aborder un autre sujet. Le grand juge. Bon, cette semaine, j'ai fait l'expérience du grand juge. On peut être aussi le grand juge, hein, qui s'élève au-dessus de tous et de toutes. On a peut-être ça autour de nous. Le ou la grande juge, OK? Qui se place en autorité. Écoutez-moi bien, là. J'ai quelque chose qui se place en autorité. Est-ce que je suis en train de faire un double bind ici en disant le grand juge se place en état d'autorité? Et écoutez-moi bien tout le monde. Est-ce que je suis en train de faire une injonction paradoxale? Double bind. Je reviens à mon point. Alors, je crois, c'est une expérience commune. Nous avons tous et toutes vécu une fois dans notre vie la rencontre avec le grand juge. Je pense que je vais même changer le titre de ce soir. Ouais, pour cela. Avez-vous rencontré le ou la grande juge? Ben oui. Qui de son autorité, va commencer à vous juger. On a vécu ça, certains avec les parents, avec les amis. C'est fou, c'est souvent nos proches là, qui nous ont passé au crible du jugement. Est-ce que je m'exprime comme il faut? Peut-être pas. Là. C'est pas le crible du jugement, mais qui nous ont... C'est comme s'ils sortaient leur imprimatur et déclaraient que, bon, je sais ce qui est bon pour toi. Revenons, ça existe. C'est une expérience commune. La rencontre, et je sais que vous allez être interpellé, là, la rencontre de la figure, on est là avec une figure psychologique, une figure, comment dire, pour reprendre les mots de Carl Jung, un archétype. Et là, on ne parlera pas du grand juge en soi, là. Hein, le grand juge en soi, où lorsqu'on se condamne, on est mécontent de soi, non, pas celui-là. Le ou la grande juge, la figure, l'archétype du grand juge ou de la grande juge qu'on rencontre au quotidien. Ça peut être à travers la figure d'un frère, d'une sœur, d'un parent proche, d'un collègue qui, assis sur sa chaire, là, dicte ce qu'est le bien et le mal. Hein? C'est le substitut d'un grand prêtre. Hein? La vie, vous avez le bien ici et vous avez le mal là. Et je suis celui ou celle
qui va déclarer ce qui est bien et ce qui est mal. Dites-moi, là, dans le clavardage, oui, j'ai rencontré l'archétype du grand juge ou de la grande juge, hein, qui de sa chair affirme son autorité, tente de l'affirmer sur vous, tente justement de porter des jugements qui ont une allure, mais oui, une allure de pertinence et de cohérence. Mais là, on va revenir à l'apologie de Socrate. Est-ce que c'est dans l'apologie de Socrate que Socrate se rend compte de quelque chose? Se rend compte, et ça a donné un biais cognitif, là. OK? Aujourd'hui, tout ça c'est inspiré de Socrate, les amis. Restez, c'est intéressant. C'est intéressant. Les gens les moins compétents, les moins compétents, sont ceux qui parlent le plus fort. Socrate s'est rendu compte de ça et les gens les plus humbles, les plus incertains d'eux-mêmes, ceux qui doutent, etc., on peut le voir même dans des grands chercheurs. Ces gens-là ne sont pas certains d'eux-mêmes, doutent, ont une forme d'humilité profonde, ne sont pas sûrs. Est-ce que je l'ai ici, ce biais cognitif-là? Allons-y. Est-ce que c'est le Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, c'est tiré de Socrate, mais là, écoutez bien ça. Non, ça c'est autre chose. Dunning-Kruger, c'est autre chose, mais c'est les personnes peu compétentes dans un domaine, bon, c'est ça. Ça rejoint Socrate. Surestiment grandement leurs capacités. Tandis que les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer les leurs, pensant que c'est aussi facile d'acquérir ces compétences-là que pour les autres. Ça arrive souvent avec les profs. Ils pensent que c'est aussi facile pour les autres que d'apprendre parce que eux, c'était facile pour eux d'apprendre, etc. Mais je reviens à Socrate, les amis. Restez avec moi. Socrate, en interrogeant les gens sur l'agora, s'est rendu compte que ceux qui prétendaient savoir ne savaient pas vraiment. Et ceux qui savaient vraiment n'avaient pas cette prétention-là de savoir. Alors, autour de nous, on rencontre, et ça m'est arrivé cette semaine, les amis, de rencontrer la figure archétypale du grand juge qui se met à vous dire voici comment devrait être le monde. Et là, ça s'est passé cette semaine au niveau de mon livre. Il y a des gens une personne qui a déclaré que ma présentation biographique manquait de transparence. Parce que vous le savez tous et toutes, hein, j'écris et je publie et je m'auto-publie. Et là, écoutez, la figure du grand juge est venue vers moi et me dit que ce n'était pas clair sur la 4e couverture de mon livre. Ça a toujours été clair envers tout le monde dans mes salles. C'est tout à fait clair dans chacune de mes livres, etc. Et c'est paradoxalement cette personne-là qui est venue, critiquer le fait que je faisais de l'autopublication, n'a pas de culture générale dans le domaine de l'édition. Et mes chers amis, si vous saviez que à la fois Walt Whitman
Eckhart Tolle, Dan Millman, Marcel Proust et d'autres se sont autopubliés. Certains, comme point de départ, certains ont été récupérés par des maisons d'édition. J'ai même su cette semaine que le Navy Seals, ou plus que Navy Seals, David Goggin, avait décidé pour des raisons éditoriales de ne pas se faire publier par une maison d'édition pour pouvoir écrire son livre à sa manière. Voilà. Je me rappelle des cas, si j'ouvre une parenthèse, de Kerouac et d'Hemingway, qui étaient tannés de se faire... tannés du fait que les éditeurs intervenaient dans le style, dans la ponctuation de leurs textes et qu'ils ne voulaient plus rien savoir de ce type d'intervention parce que la forme et le fond sont liés chez ceux-ci. Alors, on a plein d'exemples. Et on a même ça dans la musique. Donc, des gens qui décident de produire leurs disques de manière autonome avec des collaborateurs pour une raison très précise, pour que leur disque ou pour leur livre se fasse à leur manière. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai fait face à une grande juge. J'ai posé la question justement, j'ai exercé mon jugement, j'ai posé la question à cette grande juge. Elle qui me parlait d'humilité. OK? J'ai dit donc, tu te places en grand juge, hein? Qui sait ce qui est humble ou ne pas humble? En plus, je me pose la question à savoir, lorsque le grand juge ou la grande juge s'exerce dans votre vie, a-t-elle les capacités de juger? A-t-elle un bon jugement? A-t-elle les compétences, le savoir et la formation en lien avec ce que la personne critique? On peut se poser ces questions-là. On appelle ça des critères. Alors ça, les amis, on sera toujours face dans sa vie propre et souvent les grands juges, ce sont nos proches. Hein? Les grands juges que l'on rencontre, quelquefois, ce sont nos proches. Ça peut arriver. Ça peut être aussi nos ennemis et les ennemis nous aident aussi par leur jugement. Il ne faut pas les chasser. Tout cela, ça nous fait quand même réfléchir. Et la rencontre avec le ou la grande juge, qui ne se pose aucune question sur elle-même, mais non, parce qu'elle possède le savoir. C'est une autorité. Hein? C'est, comment dire, c'est le ou la grande juge, c'est comme un grand prêtre. C'est comme, c'est quelqu'un qui est dogmatique, hein? Qui prétend savoir, mais ne s'observe pas lui-même, a de la difficulté à s'observer, mais aime bien s'exercer de manière aveugle, en pensant tout savoir. Mais, comme nous dit Socrate, c'est justement les gens qui prétendent tout savoir. C'est ceux qui savent le moins. Et on appelle ça, chez nos sophistes, on appelle ça, justement, c'est le contraire de l'humilité, on appelle ça chez nos sophistes la prétention au savoir et à la sagesse. Qui est, justement, où il y a absence de jugement et d'autocritique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais le grand juge, lui, se présente comme le parangon, hein, la figure du maître jugeur, mais ne se remettant même pas lui-même en question sur,
comment dire, sur le fait qu'il souvent n'a pas la connaissance générale dans le domaine où il exerce un jugement. D'autres fois, il n'a pas de formation en lien avec cela. Et troisièmement, n'a pas remis en question, euh, n'a pas remis en question sa manière d'aborder la situation, ne comprend ni le contexte d'une situation, ni les nuances et les subtilités. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait de la philosophie, on prend le temps de réfléchir, de bien comprendre un texte, de comprendre le contexte, de bien comprendre l'auteur avant justement d'exercer son jugement de manière trop hâtive. Voilà. Parce que certains peuvent publier à compte d'auteur pour des raisons profondes. Et là, j'aimerais saluer notre ami Christian qui est là et on va donner l'exemple de Gilbert Boss, spécialiste de David Hume, de Spinoza, philosophe créatif, professeur à l'Université Laval, peut-être même double docteur en philosophie, qui, oui, a parti une maison d'édition, et oui, Gilbert Boss s'auto-publie à partir d'une maison d'édition qui s'appelle, je crois, Le Grand Midi. Allons voir ça. Voilà, est-ce que c'est ça? Oui. Écoutez, Le Grand Midi, il s'édite lui-même. C'est un docteur à l'Université Laval. Alors, il n'y en a pas de problème, là. On peut s'auto-éditer. L'histoire est pleine de cas de figure. Et c'est fait pour des raisons différentes. L'auto-édition avec un nom d'une maison d'édition qui peut même être créée par le créateur lui-même. Il n'y en a aucun problème. Mais certains voient des problèmes à cela. Mais oui, on voit des problèmes à cela. On les salue. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cathy dit avoir rencontré le grand juge dans sa vie. Et vous avez peut-être rencontré cette figure-là, hein, archétypale. Ça peut être un de vos proches, etc. Mais ces gens-là ne cherchent pas vraiment à comprendre. Ils cherchent plutôt à contrôler et à dominer. Mais il ne faut pas se laisser atteindre, comment dire, par des gens qui n'ont aucune crédibilité et aucune connaissance ni formation en tant que prétendu grand juge. On les salue. Voilà Gilbert Boss qui était l'exemple. Mais oui, écoutez là, l'exemple, parce que Gilbert Boss veut que sa pensée, hein, différence des philosophies entre Hume et Spinoza 82, l'enseignement de Spinoza 82, réflexion sur Hobbes-Rawls 1984, et oui, il s'auto-publie avec sa propre maison d'édition, professeur, je pense même qu'il est docteur d'État, là, etc. Donc, les grands juges, là, vous nous emmerdez. Salutations à tous et à toutes. Passez une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié notre petite réflexion. Je pense que je vais changer le titre dans quelques instants. On se revoit la semaine prochaine avec notre présentation de notre atelier qui aura lieu le 10 janvier et le lancement de mon nouvel opus, le 7e. Un petit lancement Zoom gratuit pour tous et tous. Vous pouvez vous inscrire. Salutations, bonne soirée à tous et à toutes. Portez-vous bien. Et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Et dites ça à vos amis, hein, aux emmerdeurs. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Ça fait une petite pensée rhétorique. Boomerang. Bonne soirée tout le monde.